Il est l'un des personnages que j'attendais le plus dans Transformers One, le faux Prime à la tête des Autobots avant Optimus, un chef de guerre supposément héroïque, connu pour être un dictateur en puissance. Aujourd'hui, on se penche sur le cas de Sentinel Prime et comment il a été porté à l'écran dans le dernier film Transformers. C'est assez intéressant pour le signaler, mais c'est la deuxième fois que Sentinel est adapté au cinéma, à chaque fois en tant qu'antagoniste important. Et pourtant, le Sentinel de Transformers One n'a pas grand chose en commun avec sa version de Dark of the Moon. Concernant ce dernier, je vous conseille d'aller voir mon analyse que je lui ai consacrée il y a déjà 3 ans, une vidéo sur laquelle mon avis n'a que peu évolué. Pour moi, Sentinel Prime reste le méchant le plus intéressant du Bayverse, même si ça n'en fait pas pour autant un personnage ultra profond ou original, juste une bonne opposition personnelle pour Optimus Prime et un antagoniste compétent pour le 3e film. Mais vous le savez aussi, notamment si vous avez regardé l'une de mes vidéos sur la politique cybertronienne, ou même simplement mon focus dédié à Sentinel Prime, c'est vraiment un personnage majeur dans l'histoire de la planète des Transformers. Il est souvent le prédécesseur direct d'Optimus, ou en tout cas est venu peu de temps avant lui, mais il est aussi en partie ou totalement responsable de la montée en puissance des Decepticons et de la révolution violente qui ravagea Cybertron. Et pour le coup, Transformers One s'appuie totalement sur cette prémisse pour sa version du personnage, mais pas que. Sentinel Prime dans Transformers One est donc le leader de Cybertron avant le début de la guerre, un chef vu par la population comme celui qui a repoussé les quintessons et sauvé la planète. Tout d'abord, sur le plan visuel, on retrouve chez ce Sentinel des inspirations de plus ou moins toutes ses versions précédentes dans la licence. Ses couleurs à dominante de bleu, avec des teintes dorées, sont un mélange de ses versions Animated et War for Cybertron. Alors, si vous vous posez la question, le personnage a beau s'appeler Zeta Prime dans le jeu, son nom complet est Sentinel Zeta Prime, comme confirmé par des médias dérivés. Les deux ne sont qu'un seul et même personnage dans cette continuité. Bref, on retrouve ça tout d'abord, mais aussi des inspirations de la version des films, avec sa double épée, mais aussi d'une certaine façon ses ailes qui forment une cape, de la même manière que le Sentinel Prime du Bayverse avait des parties de son véhicule dans le dos qui faisaient le même effet. De même, son upgrade qu'il utilise en combat, qui tire des missiles de partout, est une inspiration claire de l'armure Apex que possédait le perso dans les comics IDW, et qu'il utilisait en combat contre Megatron. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Finalement, la seule itération du personnage à ne pas être trop référencée ici, c'est la version de base des comics, où le personnage a une dominante de orange. Bon, je sais que c'est peut-être une coïncidence, mais ça aurait quand même été très cocasse que le plus gros fasciste de Cybertron, qui exploite les travailleurs et a lui-même divisé la population, soit représenté comme un mec tout orange. Bon, ça aurait été rigolo. They're eating the dogs. They're eating the cats. Mais n'allons pas trop vite. Sur le plan de l'histoire, cette version de Sentinel Prime s'appuie en partie sur ce que l'on sait de lui dans l'encyclopédie The Covenant of Primus et les romans de l'univers des jeux War for Cybertron, détaillant son histoire et comment il est devenu le leader de la planète ici. Un peu à la manière de Transformers One, dans cette continuité-là, Sentinel n'était au départ qu'un dirigeant fantoche mis à la tête de Cybertron par les quintessons lorsque ces derniers ont envahi la planète, mais sa soumission à ces derniers ne dura qu'un temps. Il assembla une force de résistance et parvint à les chasser, étant donc ici un vrai héros de guerre, malgré les conditions discutables de son arrivée au pouvoir et le fait qu'il ne soit pas un vrai Prime. En effet, c'est là aussi un point repris par Transformers One, le fait qu'il ne soit un Prime que par le titre, n'étant pas digne de posséder la matrice. Il est par ailleurs aussi responsable, dans l'univers de War for Cybertron, de la colonisation de nombreuses planètes par les Transformers, des colonies qu'il laissa à l'abandon lors d'une épidémie de Rust Plague, se propageant de monde en monde, choisissant de sauver Cybertron au prix de toutes les autres planètes qui composaient son empire. Donc ouais, Sentinel reste toujours un personnage ambigu, peu importe s'il penche plutôt du bon ou du très mauvais côté. Et dans Transformers One justement, eh bien on a un Sentinel Prime qui pour le coup penche totalement du mauvais côté, et ce sans trop de nuances, mais on va y revenir. On le découvre très tôt dans l'intrigue lorsqu'il s'adresse à la population de Yakon et annonce ne pas avoir trouvé la matrice du commandement lors d'une expédition à la surface de Cybertron, chose qu'il fait aussitôt oublier en déclarant que le lendemain sera une journée festive, sans travail, pour profiter de la course des 5000 de Yakon, une épreuve sportive à travers la ville. Cet événement, c'est l'occasion pour lui de se mettre en avant quand il est présenté comme l'icône de Yakon, le sauveur de Cybertron, celui qui fait peur aux quintessons. Bref, un joli petit culte de la personnalité
qui fait mouche auprès de la population, notamment D16, qui le voit comme un modèle de leadership. Personnellement, je suis biaisé puisque je suis fan, et je savais à quoi m'attendre de Sentinel, mais même pour un spectateur lambda, on comprend très vite que ce perso est à minima un énorme égocentrique, au pire quelqu'un qui cache clairement des choses. Et à ce stade, peu importe ce qu'il cache, ce qu'on n'a pas encore appris de lui, on voit qu'il fait fonctionner la société comme un bon régime autoritaire bien huilé. Les Cybertroniens sont divisés entre les travailleurs dans les mines, ne possédant pas de coque de transformation, et ceux qui peuvent se transformer et qui occupent les strates plus importantes, mais jamais cet ordre n'est remis en question, car Sentinel se présente comme un chef bon et courageux qui demande du courage aux travailleurs pendant que lui s'aventure régulièrement à la surface de Cybertron pour chercher la matrice, qui permettra de nouveau de faire couler l'énergon en quantité. De la sorte, il établit une sorte de pacte social, rendant plus acceptables les tâches qu'il demande aux Cybertroniens sans TICOG. Certes, les conditions de travail sont difficiles, même très dangereuses, mais en minant l'énergon, la société continue d'exister, et Sentinel est là pour protéger les siens, puisqu'il est vu comme celui qui a mis fin à la guerre avec les Quintessons, le seul Prime survivant après la mort de tous les autres lors d'une grande bataille. Ce côté guerrier et protecteur, c'est aussi caractéristique de beaucoup de régimes autoritaires dans notre monde, dont les accomplissements militaires, présents ou passés du dirigeant, sont continuellement rappelés et mis en avant, de même qu'un rôle de protecteur entre guillemets pour les siens. Donc à partir de là, on se doute bien qu'il y a plus à tout cela, et que Sentinel Prime n'est pas clair, chose qui est confirmée lorsqu'Orion Pax, D16, Elita et B127 rencontrent Alpha Trion, qui leur raconte la vérité sur la mort des Primes. Ces derniers ont été trahis par Sentinel, leur principal assistant, qui a passé un marché avec les Quintessons pour prendre le pouvoir sur Cybertron. On le voit alors intervenir personnellement dans la bataille pour appuyer ces derniers, tuant plusieurs de ses alliés et exécutant Zeta Prime avant de lui dérober la matrice. Cependant, n'étant pas digne de cette dernière, l'artefact disparaît sous ses yeux, et l'énergon cesse alors d'être produit en quantité sur Cybertron. Ainsi commença donc le fonctionnement actuel de la société cybertronienne, avec un sentinelle qui se présente comme un sauveur et la division des habitants entre travailleurs à la mine et strates plus élevées de la société. D'ailleurs, on apprend avant le départ de la course de Yacon que la bataille des Primes face aux Quintessons a eu lieu il y a 50 cycles. Alors ça pour le coup, c'est une information qui en a perturbé certains, principalement parce que ce qu'est un cycle dans Transformer varie pas mal, c'est jamais quelque chose qui a été très constant. La seule chose que l'on sait, c'est que c'est une unité de temps, mais en fonction des histoires, ça n'est jamais la même chose. Parfois, un cycle équivaut à quelques minutes ou quelques heures, un jour cybertronien ou même davantage. On a également le cycle stellaire qui est employé à plusieurs reprises et qui désigne une année à l'échelle cybertronienne, équivalent à entre 320 et 400 jours terrestres en fonction des versions. Tout laisse à parler ici que quand Sentinel parle de cycle, il parle d'années, car c'est la seule explication qui colle à peu près en termes de timeline au vu de ce que l'on sait sur les Primes et l'arrivée au pouvoir de Sentinel. 50 ans, ça laisse le temps d'établir un régime et d'instaurer tout ce dont on a parlé précédemment, tout en étant suffisamment court pour qu'on ait ce souvenir des Primes qui perdure. Lorsqu'on apprend la vérité sur lui, on découvre que Sentinel est vraiment détestable, n'ayant pas une once d'honneur derrière la façade qu'il montre à sa population. Au départ, j'ai eu tendance à dire que cette version du personnage me rappelait celle d'Animated, comme une version plus âgée de ce dernier, qui ont en commun d'être de gros fascistes en puissance particulièrement détestables. Pourtant, il y a une différence fondamentale entre presque chaque itération du personnage et celui de Transformers One. Ici, le perso fait tout par pure ambition personnelle. Souvent, Sentinel Prime est guidé par un patriotisme aveugle, voire rétrograde de Cybertron, rejetant tout ce qui n'est pas cybertronien, notamment les espèces organiques, et capable même d'envisager le génocide de sa propre société pour la rebâtir sur des bases plus saines entre guillemets. Même dans Dark of the Moon, c'était son plan, reconstruire Cybertron avec les ressources terrestres, tout en asservissant l'humanité au passage, donc finalement, ça aurait été nous l'équivalent des mineurs de Transformers One. Or ici, il a avant tout de l'ambition personnelle et une volonté d'accéder à une place de pouvoir, ayant toute sa vie assisté les Primes sans que ces derniers ne parviennent à défaire les Quintessons. C'est peut-être d'ailleurs le seul argument quasiment recevable du personnage. Si ce qu'il dit est vrai, et que les Primes étaient trop passifs vis-à-vis de ce conflit, alors ça peut peut-être expliquer pourquoi Sentinel a souhaité se saisir de son destin et les renverser, plutôt que d'attendre qu'une solution vienne d'eux. Mais bon, déjà qu'on sait pas si c'est vrai, et le vrai souci de
Sentinelle, c'est son ego, qui visiblement ne supportait pas de ne pas être un Prime. Sur le plan narratif en revanche, faire de Sentinelle un pur méchant, n'ayant rien d'autre que de l'ambition personnelle comme guide, permet de rendre plus juste le combat de Megatron, et de véritablement rendre ce dernier justifié. Là, il n'y a pas de question, la rébellion de D16 est justifiée, même si les extrêmes qu'il atteint sont ce qui vont le faire devenir un méchant. À partir du moment où la vérité éclate pour nos protagonistes, Sentinelle Prime devient une personnification du fascisme et de l'autoritarisme, et ce dans tous ses aspects. You've been working with the Quintessons to sabotage my expedition. None of that is true. Oh, trust me, it'll be very true. Because down here, the truth is what I make it. Lorsque D16 apprend qu'il est celui qui a en plus tué son idole, Megatronus Prime, et qu'il a en plus pris son T-Cog, son affrontement devient encore plus personnel que simplement la révolte contre un système corrompu. Sentinelle lui a volé son avenir et tué son héros. D'ailleurs, c'est valable pour tous les Cybertroniens auxquels ce dernier a enlevé leur T-Cog à la naissance. Il a empêché à des pans entiers de la population d'être ce qu'ils souhaitent et de choisir leur avenir, la transformation représentant très clairement dans ce film la possibilité d'être qui on est vraiment, une possibilité retirée à toute la classe ouvrière, forcée à se conformer et accepter la situation. Pire, la propagande et les manipulations de Sentinelle ont été tellement efficaces que ces mêmes mineurs le voient comme un héros et le protecteur de la société, pensant réellement qu'il œuvre dans leur intérêt. Ça peut paraître caricatural, mais pourtant la réalité nous montre bien qu'un des plus grands succès de certains mouvements politiques à travers le monde, c'est de faire voter les plus démunis contre leurs propres intérêts en leur faisant croire qu'ils sont de leur côté. Dans le même registre, beaucoup ont comparé Sentinelle au personnage de Homelander dans The Boys, avec ce côté très populiste et qui se met constamment en avant auprès d'une partie de la population. Une caricature, bien évidemment, mais parfois, la réalité a tout d'une caricature. D'ailleurs, je tiens vraiment à noter la performance de l'acteur John Hamm dans le rôle en version originale. Sa voix colle parfaitement, avec tout ce côté arrogant et opportuniste. Encore un très bon casting. I celebrate you. It feels so good to be here with you all today. I love a bot that can think for himself. Unbelievable. So disrespectful. Sound ridiculous. It's weird. What's wrong, D16? Rise up! Et alors, avec tout ce qu'on a vu là, il fallait une fin satisfaisante, une fin qui conclut parfaitement l'histoire de cet antagoniste. Et bien justement, de cette fin dépend toute la division entre Orion Pax et D16. Alors que ce dernier a mis Sentinelle à terre, et qu'il s'apprête à l'achever, Orion intervient et l'empêche de passer à l'acte, disant que ce n'est pas avec une exécution publique que la reconstruction de la société peut commencer. Sentinelle venait d'être exposé devant les yeux de tous les citoyens, ses crimes avaient été révélés par Elita et Orion, et tout le monde était désormais au courant de son pacte avec les Quintessons, lui faisant donc perdre toute légitimité. Mais pour D16, ce n'était pas suffisant. Pour lui, Sentinelle mérite la mort, et Orion veut l'empêcher de passer à l'acte, allant jusqu'à encaisser un tir de son ami dans le procédé. Mais rien n'y fait, D16 devient Megatron, et il laisse éclater toute sa rage en arrachant Sentinelle en deux, coupant son corps et le tuant sur le coup, avant de se saisir de son T-Cog pour remplacer le sien. Alors, au-delà du fait que Megatron fait à Sentinelle la même chose qu'à Jazz dans le premier film de Bay, ce que j'ai trouvé assez cocasse, c'est une scène extrêmement forte sur le plan dramatique. Oui, Sentinelle était un dictateur, un traître opportuniste, et il a basiquement inventé le principe même de discrimination dans la société cybertronienne, mais ça reste une mort violente. Encore une fois, je redis ce que j'ai eu l'occasion de dire dans plusieurs autres vidéos, mais imaginez ça avec des humains, et vous avez une idée de ce que Megatron a fait. Malgré tout, je pense qu'on est aussi beaucoup à se dire que pour un personnage aussi détestable, une mort autant violente et spectaculaire était une nécessité, que finalement il a eu quelque part ce qu'il méritait. Un retour de bâton pour toutes ces années passées à berner la société. En conclusion de cette analyse, je m'étais mis dans mes notes qu'en gros le fascisme c'était pas gentil. Et oui, c'est vrai, Sentinelle Prime dans Transformers One est l'incarnation d'un système corrompu et injuste, comme il l'a souvent été dans la licence. La seule vraie différence ici, sans doute dans une volonté de simplification, c'est que Sentinelle est à l'origine du système. C'est lui qui a créé la classe des travailleurs dans les mines en retirant les T-Cog d'une partie de la population. Mais est-ce que pour autant, la société cybertronienne était égalitaire avant et le sera après? On peut pas vraiment savoir. Si on en croit Starscream, dont les mots peuvent être évidemment questionnés, l'idée de voir Cybertron unifié est une chimère, quelque chose d'impossible. Est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà eu des divisions avant l'arrivée de Sentinelle ?
Assurément, en tout cas, il y en aura après, maintenant que les Decepticons existent. N'oublions pas non plus les quintessons au milieu de tout ça, qui reviendront probablement. Mais ça, ce sont d'autres questions qu'on traitera dans de futures vidéos. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like si c'est le cas, abonnez-vous et mettez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et sur ce, on se dit à très vite pour du nouveau contenu. C'était Magnus, ciao!